La présentation qu'on va faire avec Laurent Pioton, du coup, si tu peux te présenter. Bonjour, je suis Laurent Pioton, je suis chef d'agence bâtiment au Havre. Voilà, et moi, Antoine Pouivet, du coup, je travaille à la performance durable. On va vous faire un retour d'expérience et on va souligner les points importants sur les marchés globaux de performance avec une plus forte poussée pour les marchés de performance avec engagement énergétique. Donc cette image que vous voyez à l'écran, c'est un constat que se sont fait nos clients il y a à peu près plus de 5 ans. Quand ils se sont aperçus, finalement, post-livraison, que les bâtiments qui leur étaient livrés n'atteignaient pas les performances attendues, enfin espérées. Donc l'idée, comme l'a souligné Armel en tout début de matinée, en 2015, il y a eu une ordonnance qui a ouvert les marchés globaux de performance et dont l'objectif était d'avoir des engagements de performance mesurables. Donc ce que je vais vous exposer là, c'est un peu le pourquoi nos clients ont besoin d'engagement sur les performances énergétiques. En fait, ils sont, comme l'a dit Antoine, ils sont obligés par la réglementation d'améliorer la performance énergétique des parcs de logement. Et à ce sujet, je voulais vous présenter quelques chiffres. Le bâtiment, en fait, ça représente 47% de la consommation énergétique française. Dans ces 47%, il y en a 69% qui sont dédiés au chauffage. Le prix de l'énergie augmente sur la dernière décennie de 4% l'an. Et on a un objectif qui est fixé par le gouvernement à horizon 2050 d'atteindre des logements qui soient BBC, c'est-à-dire une consommation de 50 kWh par mètre carré par an en énergie primaire. Et donc, pour financer les travaux d'amélioration, ils ont besoin de réduire la facture énergétique et ils ont besoin que ce soit garanti par les contrats qui passent aux entreprises qui font les travaux. Donc, vous voyez là quelques chiffres sur les travaux de réhabilitation énergétique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les clients principaux sur ces marchés-là, c'est notamment les bailleurs. Et les bailleurs, quand ils font des travaux d'amélioration énergétique de leur logement, en général, ils en profitent pour augmenter les loyers. Ça se traduit par une diminution de charges, compensée en partie par une augmentation de loyer. Et aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, et notamment c'est dans la littérature, c'est que les réhabilitations énergétiques par étapes fonctionnent nettement moins bien que des réhabilitations sur un global. Et donc, d'où les contrats qu'on a en réhabilitation énergétique. Voilà, donc pour conclure, c'est un véritable engouement auprès de nos clients, puisqu'il y a à peu près une trentaine de candidatures par mois pour ce type de marché. Donc je vais vous parler de deux opérations que j'ai vécues. La première, c'est l'école de la marine, qui a été livrée en 2015 pour la communauté d'Aglo du Havre. Donc c'est une école sur laquelle on était en garantie de performance énergétique intrinsèque, GPEI. Donc la spécificité de cette opération, c'était un CCR sur lequel on s'est engagé sur des consommations énergétiques par poste de consommation. Et le bâtiment a été complètement conçu, réalisé dans le but d'atteindre ces performances. Donc les performances, en l'occurrence, le bâtiment il est BPOS, mais pour vous donner une idée de l'échelle, sur le chauffage, c'était autour de 3,8 kWh par mètre carré par an. Le froid, c'était 8. L'eau chaude, c'était 31 par mètre cube. La ventile, 7,35. Et l'éclairage, 3,50. L'autre opération, qui diffère amplement, c'est une opération de garantie de résultat énergétique pour un bailleur, Habitat 76. Donc ce sont 124 logements à réhabiliter à l'entrée du Havre. Là, pour le coup, c'est une opération sur laquelle on est en groupement avec un concepteur, donc un bureau d'études, mais également un mainteneur. Et donc, c'est une opération sur laquelle on a des engagements en termes de... là, c'est des lectures de compteurs. On s'engage sur 93 kWh par mètre carré par an, et ça sur la durée de l'exploitation maintenance.
Donc merci. Tu peux poursuivre peut-être avec la garantie contractuelle, l'exemple de l'Habitat 76. Alors avec Habitat 76, donc, ce qu'on voit, c'est que qui dit garantie, évidemment, ça veut dire que si on n'atteint pas les résultats, il y a des pénalités. En l'occurrence, là, j'ai reporté celui d'Habitat 76. Si on n'atteint pas notre engagement, on est pénalisable à hauteur de 2% du montant du contrat. Donc ça parle. Sur le NSM, c'était 5. Et sur ces projets de GRE, en général, les engagements, ils portent à la fois sur le chiffre d'affaires, sur la prise en charge des dépassements de consommation, et voilà. Et donc, le point important qui sera repéré dans les présentations avec la petite notice en bas à droite, c'est l'importance de qualifier le risque. Parfois, sur certaines typologies de contrats, cette petite mention qui peut paraître anodine n'est pas toujours marquée au CCAP, donc un document que sont censés lire tous les acteurs et qui est généralement lu. Mais parfois, il est simplement écrit dans le PEM, dans le programme d'exploitation et maintenance. Et donc le risque, c'est que le constructeur n'ait pas connaissance de ce risque-là. Donc ce qui peut être judicieux de faire, c'est une lecture commune avec en tête le schéma pénalitaire avec l'ensemble des acteurs, pour qu'on soit sûr que l'ensemble des personnes du groupement connaissent les risques de chacun et de tous. Donc avant d'aller plus loin, on va juste faire un tout petit briefing, un récap plutôt sur les différents types de performances. Donc en conception, ça reste une conception prévisionnelle, puisque c'est une conception. Ensuite, en phase de construction, on parle de performance intrinsèque. Donc Laurent l'a abordé juste avant. Pardon. Donc les performances intrinsèques, c'est les performances du bâti en lui-même. Donc par exemple l'isolation qu'on peut avoir ou le niveau d'étanchéité à l'air. Donc c'est vraiment le bâti et ça s'arrête à la réception. Et enfin les performances réelles en exploitation. Donc celles-ci, c'est du coup ce qui va faire foi. Je pense que c'est suffisamment parlant. Donc là, on va poursuivre avec une présentation des garanties de performance énergétique intrinsèques. Donc comme on l'a dit, c'est le bâti et les équipements techniques. Donc comment ça se caractérise? C'est finalement à la livraison, on va venir juger si oui ou non on a atteint la performance en fonction de la mesure d'isolation la mesure de l'isolant, par exemple la vérification de son R, mais ça s'arrête globalement là. L'enjeu de la performance, comme on l'a vu juste avant avec Laurent, c'était du coup ça se chiffre plutôt la pénalité sur un montant du chiffre d'affaires. Et enfin, du coup, il n'y a pas de garantie spécifique liée à la consommation puisqu'on ne s'engage pas dessus, sur cet exemple. Enfin, la même chose avec une garantie de consommation. Donc, il y a une garantie de consommation qui peut durer à peu près de 1 à 3 années. Donc, celle-ci, de 1 à 3 années, oui. Donc là, l'idée, il n'y aura pas de changement de mandataire pendant l'exploitation du bâtiment, puisque cette durée est trop courte pour qu'il y ait un changement de mandataire. Donc le client préférerait avoir une seule personne visible. Donc c'est pour ça que l'entreprise générale reste mandataire. Et enfin, il y a une caractérisation, la différence par rapport à avant, c'est qu'on peut recalculer la STD, donc recalculer les consommations énergétiques vis-à-vis des tests et essais et pourquoi pas des consommations qu'on aura mesurées pendant ces 1 à 3 années. Ensuite, il y a la GRE durée relativement courte de déverminage, donc qui va aller jusqu'à la mise au point et optimisation du projet, donc c'est généralement à peu près 2 années, et pourquoi pas plus longue, où là vraiment c'est une typologie de contrat qui est quand même plus complexe. L'idée, c'est qu'on ne va pas du coup s'engager sur sur des éléments séparés, on va dire, mais vraiment sur une mesure, comme on l'a dit avant, mesurée sur les compteurs. Donc là, il n'y a pas moyen de tricher, si j'ose dire, mais là, c'est la vraie vie. Donc, on le lit sur les compteurs. On peut, dans certaines typologies de projets, ça on le dira plus tard, ajuster ces données d'engagement. Il y a certains projets où on va faire pour ceux que ça parle, des PMV option D, où là c'est quand même assez technique et assez cher, mais ça c'est réservé pour les projets les plus complexes, heureusement. Et là la différence, c'est que la pénalité financière, elle n'est pas faite sur un montant de chiffre d'affaires, mais véritablement sur le coût de déplacement de l'énergie.
Et après, la petite subtilité à savoir, c'est que la pénalité financière en cas de dépassement, c'est le groupement tout entier qui le paye. En cas de bonus, malheureusement, c'est partagé avec le client. C'est un peu original. Et la garantie dure sur tout le contrat, et le mandataire, lui, change pendant le contrat. Donc à la réception, c'est devient le mainteneur, le mandataire. Ça ne veut pas dire que le constructeur n'a plus de responsabilité. Il pourrait avoir un suivi aussi pendant au moins les 2 premières années de la performance énergétique. Et on pourrait aussi dire que c'est véritablement aussi à ce moment-là que le marché commence, puisque c'est pendant l'exploitation qu'on va juger si oui ou non on a atteint les performances pendant toutes les phases du projet qu'on a imaginé en conception. Voilà, donc ça, je passe, c'est globalement la même chose. Ensuite, ici, cette slide, elle présente finalement un MGP et plutôt axé énergétique, où, selon toutes les phases, donc on va dire esquisse jusqu'à APD, donc plutôt commercial, pro-exé exploitation. Donc, pour un marché avec engagement énergétique, on va d'abord calculer l'énergie. Ça, je ne reviens pas dessus, mais on a 3 typologies de données d'entrée. C'est l'occupation qui est définie au programme. Donc, réellement, elle n'est pas toujours bien définie et très rarement bien définie. Elle nous oblige à prendre des hypothèses. Ces hypothèses, du coup, sont source de risque. C'est pour ça qu'il faut essayer autant que possible de communiquer avec le client en phase esquisse APD pour fiabiliser ces prises d'hypothèses, mais il y aura toujours une part de risque. Ensuite, les données bâties donc, de l'architecte et les données techniques du projet. Ça nous donne des résultats bruts de consommation. Celles-ci, je verrai après pourquoi elles sont différentes des consommations engageantes, mais globalement, le point qu'il faut retenir, c'est qu'il est primordial et, je vais dire, ultra nécessaire de figer dans les pièces marché l'ensemble des hypothèses qui ont un impact sur la consommation énergétique du bâtiment. Donc que ce soit dans les analyses fonctionnelles ou dans les CCTP, il faut que ce soit écrit dedans pour s'assurer qu'il y ait une cohérence entre ce qui est construit et ce qu'on a imaginé en conception. Et ça, c'est vraiment primordial. On se bat souvent avec des entreprises de construction avec leurs entreprises de construction à eux, leurs sous-traitants, pour qu'ils écrivent ce qu'ils ont imaginé en conception, avec les bureaux d'études aussi. Ensuite, en phase d'exploitation, donc, on a réellement nos consommations réelles. Donc là, on aura envie de pouvoir se dire, est-ce qu'on est bon, en gros. Et finalement, on ne peut pas être si brut dans notre réflexion. Il faut qu'on puisse avoir un petit exercice avant, c'est comparer le comparable. Donc pendant la phase d'exploitation, il y a des paramètres extérieurs qui ont un impact et qui vont devoir, sur les consommations énergétiques, qui vont devoir être réajustés. Les consommations vont devoir être réajustées. Donc ce processus de réajustement, c'est quelque chose qui peut être assez complexe et ce qu'on conseille, c'est qu'il soit figé dans le marbre dès le moment de la phase du contrat, pour être sûr que ce mode de réajustement ne soit pas revu en phase d'exploitation. Parce que la temporalité peut être très longue entre le moment de l'exploitation et ce qui a été convenu contractuellement. Et le risque, c'est que le client réinterprète le mode de recalage et que du coup, on en pâtisse le groupement là-dessus. Donc, si des paramètres d'ajustement sont maîtrisables, il n'y a pas de problème, on peut les recaler. En revanche, s'ils ne sont pas maîtrisables, mais qu'ils ont un fort impact sur la consommation énergétique, par exemple l'occupation d'un bâtiment, l'occupation d'un bâtiment, c'est difficile, on ne peut pas le recaler directement. Donc là, il y a une prise de risque, c'est difficile de le recaler. La prise de risque, elle peut être assumée ou non. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les résultats bruts de consommation et les consommations engageantes. Alors, ça, c'est le GP8 sans conso, donc je vais passer rapidement dessus, puisque finalement, c'est un contrat où finalement, seule une étude RT est nécessaire. On a un résultat brut de consommation. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de consommation en exploitation, il n'y a pas de consommation engageante. C'est, on va dire, un marché comme vous aviez devez avoir l'habitude de traiter. Ensuite, donc là, on va rentrer un peu plus dans le dur. C'est la garantie de résultats énergétiques, où là-dessus, du coup, ce que je disais avant, c'est que généralement, il y a tout le temps des hypothèses à prendre et à fiabiliser. Ça conduit à faire des allers-retours entre des hypothèses de conception et les consommations prévues du bâtiment.
C'est un système qui est finalement itératif, en train de se dire est-ce que notre conception elle est bonne par rapport au niveau d'engagement qu'on veut prendre? Si oui, on s'arrête là, mais généralement c'est toujours optimisable et c'est une itération qui peut être assez longue et donc il faut prévoir ce temps-là. Ensuite, on retrouve la nécessité de figer dans le marbre toutes les hypothèses conçues en conception pour s'assurer qu'elles soient prises et réalisées en exécution. Ensuite, on va venir recaler ces consommations par rapport aux variantes de chantier. Par exemple, si on a changé d'équipement technique, il faut s'assurer qu'il soit référencé dans la STD, la qualité de l'isolant, ce genre de choses. Et enfin, selon certains types de contrats, c'est ce que j'ai pu évoquer avant, on peut venir remettre à jour la STD, et j'oserais même dire les consommations engageantes avec les consommations qu'on a réellement sur le terrain pendant une première année. C'est le PMV option D. Et là, du coup, c'est quelque chose qui, comme je le disais avant, qui peut être assez complexe et assez cher. Mais voilà, c'est ce qu'on trouve souvent, donc du coup, qu'on peut trouver sur les projets. Ensuite, Laurent, s'il peut. Oui, donc là, je voulais échanger, enfin, vous présenter ce qu'on a fait sur le NSM, qui était donc une GPEI. Là, en fait, j'ai représenté une boîte noire. Pour moi, il y a un calcul, une SED au départ qui est faite, qui, au stade de la conception, prévoit des consommations par poste. C'est un peu une boîte noire. On ne sait pas bien. Enfin, quand on est directeur de projet, on ne sait pas bien ce qu'il y a à l'intérieur et on sait pas. On s'engage là-dessus. On est bien obligé de faire confiance à celui qui maîtrise la boîte noire. Et donc, en l'occurrence, c'est un maître d'œuvre, un thermicien. Qui à base de données externes, l'usage, la météo, et puis de données intrinsèques, l'isolation, l'étanchéité à l'air notamment, détermine des consommations. Donc ça, c'est en phase conception. Ensuite, au stade de la réception, en fait, ça change un petit peu par rapport à un projet classique, c'est-à-dire qu'on a des fiches d'essais qui sont un petit peu plus détaillées, dans lesquelles on a, en plus des essais classiques de fonctionnement, des essais sur lesquels on note quelques points de fonctionnement, quelques points de consommation énergétique au point de fonctionnement, pour les pompes, pour les ventilos, etc. Et à partir de ça, on commence à recalibrer la SED. Et surtout, ça dure, en fait, ça se produit en fait sur un an de suivi de performance énergétique, dans lequel il faut faire des relevés assez précis, donc ça s'anticipe aussi. Ça veut dire qu'au niveau des analyses fonctionnelles, au niveau de la GTB, ça doit sortir des données qui vont nous servir pour faire ce recalibrage. À l'issue de l'année de suivi, la SED est recalibrée. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que on compare un résultat initial à un résultat final, mais c'est des résultats de calcul. C'est-à-dire on ne compare pas en fait des lectures de compteurs à ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait les éditeurs de logiciels ils garantissent pas le résultat réel. Donc le principe c'est il y a une boîte noire initiale, il y a une boîte noire recalibrée qui est censée tenir compte de tout le suivi. On rentre là-dedans les données externes qui étaient prévues à l'initial et on vérifie que l'écart est dans une plage admissible par le maître d'ouvrage et qui a été définie là en l'occurrence en phase pro au travers de ce qu'ils appellent des essais de sensibilité et qui varient en fait en fonction des postes de consommation. Ça va être un peu plus pour le chauffage, par exemple pour la consommation d'éclairage c'est un peu moins. Enfin voilà, on a des plages qui sont là en l'occurrence sur ce projet-là qui étaient variables par poste. Donc là, ça c'est le tableau des résultats finaux à l'issue du recalibrage qui a été pratiqué sur le NSM. Donc vous voyez la tolérance qui avait été définie et acceptée par le maître d'ouvrage pour le chauffage, pour l'eau chaude, pour la ventilation, etc. Et en fait, ce qu'on constate là-dessus, c'est que, hormis le fait qu'il y a des postes sur lesquels, notamment le photovoltaïque, en fait, on sait assez bien prédire la production. Ce qui est notable, c'est que au global, on s'y retrouve, mais il y avait un poste là, en l'occurrence, qui était l'éclairage, sur lequel on dépassait en fait la plage, qui était due à une mauvaise prise en compte de tous les petits appareils qui fonctionnent, les petits détecteurs de présence, tous ces trucs-là qui n'étaient pas vraiment pris en compte dans le calcul initial.
Et donc à ce sujet-là, je pense que tu voulais signaler. Ouais, je voulais ajouter du coup la leçon à retenir là-dessus, c'est de faire autant que possible et de dialoguer avec le client et le pousser à ce que notre engagement soit plutôt au global plutôt que poste par poste. Là, c'en est un exemple qui est criant. L'idée, je pense que, enfin, ça devrait être acceptable par le client puisque au final, lui, son intérêt, c'est d'avoir une facture énergétique qui soit maîtrisée. Qu'il soit maîtrisé poste à poste, lui, il s'en fiche. Normalement, ça devrait être au global qui compte. Et pour nous, au global, on s'y retrouve, mais pas poste à poste. Donc voilà, essayer de s'engager au maximum au global. Donc là, en l'occurrence, ça a été le cas. Il n'y a pas eu de problème pour faire passer. Alors sur la GRE, donc là on revient sur l'opération, enfin de ce que j'en connais moi sur des opérations type Habitat 76. Moi ce que j'en retiens c'est vraiment en fait la séparation des missions et des responsabilités de chacun des membres du groupement. C'est un peu plus complexe, on a effectivement un maître d'œuvre. Alors le maître d'œuvre, lui sa mission ça va être d'établir les cahiers des charges initiaux et de faire les calculs. On a mis ici les calculs de consommation, mais enfin, souvent, il y en a un, en l'occurrence, là, qui nous fait plutôt des calculs de déperdition. L'entreprise, elle, son travail, ça va être de mettre au point les cahiers des charges pour respecter, en fait, l'isolation du bâtiment, l'étanchéité à l'air, etc., de réaliser les travaux, de contrôler. Et puis le mainteneur, lui, à partir des données qui lui sont transmises par le maître d'œuvre, lui, il va calculer réellement les consommations, des consommations engageantes. Donc, c'est-à-dire que il valide en fait la machine, le système, la construction, et il va la piloter pour pouvoir, in fine, atteindre les objectifs. Et donc, les difficultés de ce type d'opération, c'est il y a effectivement la convention de groupement qui est importante, qui définit en fait les missions, les responsabilités de chacun. Et puis aussi, on voit qu'on est sur des plages de temps un peu différentes, puisque le maître d'œuvre, l'entreprise, elles sont sur la phase de conception-réalisation. Et à contrario, lui, le mainteneur, ce qui l'intéresse, c'est à partir du moment où le bâtiment est livré, la construction est terminée, de prendre en main. Donc il y a effectivement une difficulté qui est de l'impliquer dès la phase de construction. Et puis pour l'entreprise, de rester un petit peu après la phase de construction pendant une année de suivi de performance pour en fait transmettre le relais. Et ça se traduit d'ailleurs dans les conventions. Ouais, ça fait la transition du coup avec ce que c'est une bonne transition du coup sur la nécessité dans la matrice RACI, donc le qui fait quoi qui est souvent écrit à la convention de groupement quand elle est rédigée. L'idée c'est de ne pas confondre fonction et mission. Donc je m'explique. Certaines entreprises ou métiers se disent tiens, l'établissement du cahier des charges, il a la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage d'exécution. Bon, c'est lui qui le fait. Moi, j'ai pas à voir là-dedans. Alors que lui, mainteneur, il a vraiment un vrai rôle à jouer dans cet établissement du cahier des charges, notamment par exemple pour l'accessibilité aux équipements. Donc, il doit pouvoir se prononcer en phase de conception au moment où c'est encore temps de changer les choses. Donc ne pas confondre fonction et mission et être présent, chiffrer un budget aussi bien, de pas raisonner de façon habituelle. C'est-à-dire que c'est un projet long où la conception, chaque acteur doit être présent et le constructeur doit lui aussi être présent pendant 1 ou 2 années après la livraison du bâtiment. Donc là on voit quelques exemples, je le disais, l'établissement du cahier des charges. Le mandataire du groupement qui lui, bien souvent, définit aussi, aide le mainteneur à rédiger le mode d'engagement énergétique. Et après, il y a 2 autres exemples. Finalement, le maître d'ouvrage d'exécution, bien souvent, il termine les tests et essais qui devraient être finis, faits en partie par les entreprises sous-traitantes. Et enfin, le mainteneur, tant qu'il n'a pas signé sa convention de groupement, il est assez frileux sur poser des visas sur la conception ou ce genre de choses. Donc voilà, l'idée, c'est de l'afficher le plus tôt possible pour qu'il puisse s'impliquer en cohérence dès le départ.
Donc cette slide, elle représente du coup finalement un peu ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. L'engagement de performance, il se suit et on doit être proactif pendant toutes les phases d'un projet. Donc la performance, elle ne s'arrête pas sous une casquette constructeur à la réception, puisqu'on est en groupement. Donc elle dure véritablement aussi en exploitation et parfois la temporalité est bien souvent plus longue en exploitation qu'en construction. Donc voilà, c'est le principal message. Ça, c'est un tableau de synthèse. Du coup, ça sera un bon mémo pour vous, permettre de différencier du coup ce qu'on a vu, les 4 différentes typologies de marchés globaux de performance. À retenir peut-être un point le plus important selon mon point de vue, ce serait pour les garanties de résultats énergétiques, serait la nécessité de rédiger ou de figer avec le client plutôt un processus de réajustement des consommations énergétiques pour éviter, comme je l'avais dit, qu'on se retrouve après en exploitation à devoir réinventer l'histoire et qu'on ne soit plus capable de justifier au client ce qu'on avait imaginé en conception. Donc ça, c'est une particularité. Et ensuite, voilà, une bonne implication, enfin, réussir à impliquer les mainteneurs le plus tôt possible, le motiver en dialoguant avec lui, et donc voilà. En conclusion, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on a été confronté à ces nouveaux types de marchés dans un premier temps à l'initiative de nos clients, les bailleurs, les promoteurs ou les maîtres d'ouvrage publics, qui en fait financent des travaux au travers de réduction de factures énergétiques. Mais en fait, le marché, il est plus large et il serait possible en combinant en fait des compétences techniques pour réhabiliter, des compétences techniques pour isoler et également des compétences financières d'ouvrir sur de nouveaux marchés qui seraient basés sur la transformation en fait des factures énergétiques en mensualité de près d'un montant équivalent. C'est ce que font les bailleurs, puisque, comme on l'a dit initialement, ils réalisent des travaux de réhabilitation énergétique, ils augmentent les loyers en diminuant les charges. On pourrait imaginer que ce type de marché, on est là dans les murs chez Léonard, on pourrait imaginer que ce type de marché s'adresse directement aux propriétaires de maisons individuelles, et je pense qu'il y a effectivement un marché considérable devant nous jusqu'à 2050. Qui sait ? Merci.